terriens. Alors, les terriens de ce soir sont Éric Woerth. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour rassurer tous ceux qui ne vous voyaient plus depuis quelques mois. Non, vous n'êtes pas mort. Non, vous n'êtes pas en prison. D'ailleurs, c'est la question que tout le monde se pose. Comment ça se fait? Avec nous également ce soir, Bruno Gassio. Bruno, bonsoir. Vous êtes ici ce soir sans promo particulière. Vous n'avez rien à vendre. Ni livre, ni DVD, ni spectacle. Ah ouais. Mais vous savez, Bruno, okay, qu'en venant sans avoir rien à vendre, vous remettez en cause les bases mêmes de la télévision et sans doute les fondements de la société de consommation. Ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est un acte révolutionnaire, ouais. Bruno. Ouais. C'est mon genre. Autre terrien, Harry Habitant. Harry Habitant, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez fait du cinéma avec Gad Elmaleh dans Coco, avec Michael Youn dans Fatal et Vive la France. Vous avez fait la télévision avec Arthur sur Comédie et TF1. C'est plus du travail, c'est une bar mitzvah. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Jean-David Blanc, qui raconte dans son livre 3 jours au Népal son incroyable survie à 3000 mètres d'altitude. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Éric Woerth, bonsoir. Vous êtes maire de Chantilly, député UMP de l'Oise, ancien trésorier de l'UMP, ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Vous êtes impliqué dans l'affaire Bettencourt, dans l'affaire de l'hippodrome de Compiègne, dans l'affaire du terrain de la Monnaie de Paris. Alors, on va faire court. Nom, prénom, adresse, profession. Je vous avais dit à peu près l'essentiel. Et le jour de l'assassinat de Kennedy, vous étiez où? J'étais derrière le fusil, bien sûr. D'accord. En 2010, donc, vous avez démissionné à cause de l'affaire Bettencourt et de conflits d'intérêts qui pouvaient exister entre votre épouse, gestionnaire de la fortune des Bettencourt, et vous, ministre du budget et trésorier de l'UMP. Juste pour savoir, vous avez des nouvelles de Mamie Zinzin? Non, en fait, contrairement à ce qu'on a pu dire, je la connaissais pas vraiment. Ah bon? Donc, j'ai jamais eu de nouvelles particulières. Vous savez pas comment elle va, alors? Non, vous en savez sans doute plus que moi. Bah, ils l'ont mis devant des chiffres et des lettres toute la journée. C'était plutôt les chiffres, non, je pense. Oui, bonne réponse. Très bonne réponse. Il paraît qu'à un moment, elle croyait qu'elle avait été gardée en otage pendant 5 ans en Colombie par les FARC. C'est pour vous dire. Mais on l'a libérée. On l'a libérée, voilà. Alors, d'après les Toubib, en fait, donner de l'argent à Sarkozy en croyant qu'il allait réformer la France, c'était déjà considéré comme une forme de démence sénile. En fait, elle en a pas donné. Mais... Ah bon? Elle n'a pas donné? Non. Bon. Enfin, d'après d'autres sources médicales, elle croyait que cet argent finançait la campagne de Georges Pompidou. Gentil monsieur. Il était gentil, Georges Pompidou. La dernière fois qu'elle a voté, c'est pour Coty. Ouais. Ça a marché, d'ailleurs. Alors, Éric, en tant que trésorier de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, vous avez récolté 9 millions d'euros. Ça fait cher le dîner aux Fouquet's, quand même, non? En fait, le dîner aux Fouquet's, c'était après, donc ça n'a pas été payé sur ces fonds-là. Ah ouais. C'était payé directement combien, par perso l'UMP. Sur les 9, on a combien? Malheureusement, dans le monde politique, contrairement à ce qu'on peut croire, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Alors, regardez Ségolène Royal, elle devient vice-présidente de la BPI, elle devient banquière, Ouais. elle devient porte-parole d'une banque publique d'investissement. Elle n'est pas payée pour ça. Non. Vous dites pas des fois que si vous aviez récolté tout cet argent pour réduire les déficits publics plutôt que pour la campagne de Nicolas Sarkozy, vous seriez un héros national aujourd'hui? En fait, les campagnes présidentielles, ça coûte 20 millions d'euros à peu près, hein, que vous soyez à gauche ou à droite. Ouais. C'est ça le plafond. Et donc, il faut les financer. Et une partie est financée sur fonds publics, la moitié. Une partie est financée par votre parti, par les dons, par tous celles et ceux qui ont envie de participer. C'est un bel exercice aussi de démocratie. Mais les gens qui donnent de l'argent, une fois que Nicolas Sarkozy est élu, ils vous demandent des services quand même. Non. Mais non, contrairement à ce qu'on Non, croit. c'est bien foutu, tout est clair. Non, ça marche pas comme ça. Vous savez, les gens, ils peuvent pas donner plus de 7 500 euros. Dans notre pays, il n'y a pas de plafond, tout ça. Les entreprises peuvent pas donner d'argent, donc seuls les particuliers peuvent le faire. Les gens n'attendent pas un retour, et heureusement d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de retour. Mais la plupart des dons, c'est 20, 30, 40 euros. La moyenne des dons, c'est plutôt ça. Et puis il y a des gens qui donnent jusqu'au plafond. Et c'est très bien comme ça. Mais
Pourquoi ne pas se contenter de l'argent public, finalement? Parce que c'est assez logique que le contribuable ne paye pas absolument toutes les campagnes électorales. Ouais. Le contribuable paye la moitié, c'est déjà pas mal. Donc vous confirmez, il n'y a pas de renvoi d'ascenseur, vous êtes sûr? Il n'y a jamais de renvoi d'ascenseur. Bon. Je crois pas un mot de ce qu'il dit. Pourquoi vous dites ça? Parce que les banquiers se démèneraient pas autant pour faire du lobbying, les grandes entreprises se débrouilleraient pas autant pour faire du lobbying. Alors on peut dire que tout ça est transparent, que c'est 7005, que c'est pas plus que ça. Mais il y a un tel lobbying qui est orchestré au niveau de l'Europe. Il y a 300 lobbyistes qui baladent toute la journée en Europe. Ils ne le font pas gratuitement. Ils donnent de l'argent, ils dépensent de l'argent et ils attendent en retour des lois et des choses qui les servent. Bien sûr qu'il y a des lobbyistes partout, dans tous les domaines. Nous, on est législateurs, on régule. Il est assez logique que celui qui régule se fasse expliquer un certain nombre de choses de la part de ceux qui savent. Donc ça, c'est la logique des choses. Après, c'est l'indépendance d'esprit qui est très, très importante. Ouais. Mais encore une fois, personne n'y croit. La politique et l'argent, ça fait souvent bonne presse en réalité, des mauvaises figures. Et la réalité des choses est un tout petit peu différente. Enfin, vous avez été viré quand même. Non, j'ai pas été viré. Je suis parti parce qu'il y a eu une pression très importante, mais tout était public. Mes activités étaient vous totalement regrettez d'être publiques. parti maintenant? Peut-être j'aurais dû rester. Oui, Ouais. je cédais la pression. Mais je menais la réforme des retraites. Et je ne voulais pas, évidemment, à l'époque, que cela puisse Ça handicape gêner, la réforme. la réforme principale que j'étais en train de construire avec difficulté, avec beaucoup de gens dans la rue. C'est vrai que le ministre du Travail au chômage, c'est très bizarre. Ben, ça peut arriver. Du jour au lendemain, vous êtes élu, vous n'êtes plus, Ben vous oui. ministre, vous n'êtes plus. Vous le savez, c'est les règles du jeu. Alors vous avez joué au foot, on a une photo d'ailleurs, voilà. Vous savez que vous ressemblez absolument pas à un footballeur, hein, c'est impressionnant. Ouais, enfin, là, c'est vraiment de la malveillance. Ah parce bon, d'accord. Parce qu'il y a des photos, C'est pas le genre de il y a des maison, photos qui me mettent plus en valeur, mais évidemment, on les a pas trouvées. Mais Non, le j'ai type, pas- j'ai le trouvé que ça le comme type en photo. face, il a pas l'air plus à l'aise. Non, c'est vrai. Et en plus, il est en rose. Oui. Drôle de photo quand même. Alors aujourd'hui, vous êtes de retour en politique, comme quoi tout est possible finalement. Hein. Mais je n'en suis jamais parti. Oui. J'ai toujours été maire, j'ai été réélu à l'élection de député. J'exerce mes fonctions avec un maximum de sérieux et de conscience professionnelle. Non, mais j'espère que ça vous a pas fait perdre votre sens de l'humour. Bon, il y a une vanne de vous que j'adorais, c'est quand vous disiez qu'en 2013, la France respecterait les contraintes du traité de Maastricht. Je la trouve géniale, cette vanne. J'ai dit ça quand? Au Jamel Comedy Club. C'est une super je vous ai vanne. vu un soir. Ouais. Alors, en fait, vous avez beaucoup de chance parce que personne ne vous a mis sur le dos le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy par Kadhafi. Ça a dû vous faire plaisir, ça? C'est un sujet que on peut dire n'importe quoi sur Ouais. n'importe qui, dans n'importe quelle condition. Ouais. Vous pensez que c'est une invention de Mediapart? Moi, je ne vais pas m'exprimer sur Mediapart parce que j'ai déjà pris beaucoup de coups de la part de cette officine, donc je ne vais pas en prendre Vous de méfiez? nouveau. Oui, d'accord. Officine. C'est quand même Je n'ai pas dit média. ça. Non, je n'ai pas dit ça. Je parle. À part le Figaro, qu'est-ce qu'il y aurait comme média C'est qui une serait pas une pharmacie officine? parce que ça doit être remboursé par la sécurité sociale. Ah, pardon, je n'ai pas compris. Alors, Éric, si Sarkozy se présente en 2017, est-ce que vous seriez prêt à redevenir trésorier de sa campagne ou bien vous vous dites on m'aura pas deux fois? Si Nicolas Sarkozy se représente en 2017, oui, je l'aiderais à être élu. Alors, le 30 mai 1968, vous participiez à la grande manifestation de soutien au général de Gaulle sur les Champs-Élysées. C'est un acte fondateur de votre engagement politique. Vous lui diriez quoi aujourd'hui au môme que vous étiez à l'époque? Je ne sais pas, tu avais raison d'y être, c'était bien, et je n'ai jamais regretté mon engagement. Je ne suis pas d'une famille politique, et j'ai toujours eu envie d'en faire, et j'ai toujours privilégié dans ma carrière, j'aurais pu continuer dans le privé, j'ai toujours consacré à cela. Il vous manque de Gaulle? Je trouve que des voix de ce niveau, de cette hauteur, évidemment, nous manquent, mais il est dans un monde différent. Je ne sais pas comment agirait De Gaulle aujourd'hui avec des chaînes d'infos en continu, avec une transparence, avec des journaux télévisés libres, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Peut-être ne le supporterait-il pas. C'est un homme d'une époque et en même temps intemporel. Harry, vous l'aimez bien, Éric Woerth? Oui, moi j'aime beaucoup, j'aime bien. C'est le chemiste. Je sens que quelque chose entre vous est en train de naître. Non, mais je sais pas, j'aime bien. Il ressemble à mon oncle, j'aime bien. C'est vrai, c'est. J'aime bien, moi. Ton oncle Maurice? Mon oncle Richard, il est très bien, comme ça, voilà. J'ai l'impression d'être. Il n'a pas de cheveux? Oui, comme ça, pareil, c'est pareil. Il est jeune.
Voilà, c'était la paire de SLT. On se retrouve après la pub pour continuer à discuter de l'actualité de la semaine. À tout de suite. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriens. Nous sommes toujours en compagnie d'Éric Woerth, de Bruno Gassio et d'Harry Habitant. Alors Bruno Gassio, rebonsoir. Bonsoir Thierry. Vous êtes ex-chef des Guignols, directeur de la Fabrique sur Canal+, porte-drapeau de la lutte pour la reconnaissance du vote blanc, membre du collectif Roosevelt 2012, et vous êtes ici ce soir juste pour le plaisir. Oui. Et pour faire un peu chier Éric Woerth. Oh non, on a des échanges sur les banques qui sont... Courtois. Mais pas d'accord. Ouais. Un courtois jusque-là. Si c'est vous qui commencez, on va y aller tout de suite. Hein. Vous êtes ici ce soir, Bruno, sans avoir rien de particulier à vendre. Vous voulez vendre votre bagnole? Vous avez un truc à vendre? Qu'est-ce que j'ai à vendre? Moi, je te Non. conseille de vendre tes pompes parce que ça, c'est pas bon du tout. On a dit non, pas les fringues, pas les mères. Non, mais les pompes, si. Non, pas les pompes. fringues. C'est un conseil que je te donne. Non. Vas-y, alors explique pourquoi. Qu'est-ce Mais je qu'elles sais ont? pas, tu les as achetés chez Meubles Darnal. Tu sais, c'est Parce que je les cire, parce que je m'en Oui, occupe. voilà, c'est ça. Tu sais que je garde... cirées. Non, mais je garde mes pompes, elles sont cirées dessous aussi. Je garde mes pompes Oui, voilà, 25 ans. Ah ouais. Sérieux? Ne dis pas, ça se voit. Non, Est-ce que jamais, vous je voulez dirais vendre, ça. est-ce que vous voulez vendre vos pompes? Non, je veux pas vendre mes pompes. Est-ce que vous voulez vous vendre vous? J'ai un acheteur, là. Et dis donc, vous l'avez vendu, votre ballon signé Michael Jordan sur Twitter? Non, je n'arrive pas à le vendre. Ça intéresse personne. C'est cher? C'est extrêmement cher. J'ai la preuve en plus donc que Michael Jordan le signe, puisque je lui ai fait signer le ballon en Bien direct sûr. quand je l'ai reçu Bien nulle sûr. part ailleurs. Il m'a signé le ballon et son staff a essayé de me le piquer après parce que c'est interdit de faire signer par Michael Jordan. Parce que le ballon qui coûte, à l'époque c'était 100 francs, il valait 7000 francs dès qu'il était signé. Et il y a un marché noir des dédicaces Donc de je Michael peux Jordan. le dire à la caméra, Oui, vous avez ouais. un ballon Michael Jordan à vendre. Voilà, faites péter les enchères. Bah allez-y les enfants. Alors, Bruno, vous le trouvez comment Hollande? Décevant comme prévu? Comment dire? J'aimerais qu'il soit de gauche Ouais. et il n'est que socialiste. Ouais, Voilà. ouais. C'est son côté Guy Mollet, quoi. Mollet, ouais. Mollet. Œuf mollet, ouais. Alors, Alors Bruno, vous avez été patron des Guignols pendant de longues années. Quel conseil donneriez-vous au gouvernement aujourd'hui? Peut-être de lire un livre de Cynthia Fleury qui s'appelle La fin du courage. Il faut le lire et se dire, quand on est élu, quand on arrive quelque part, on a une situation sur laquelle on arrive, mais il faut avoir le courage de la changer. Et avoir du courage, c'est prendre le risque de ne pas être réélu le coup d'après. Ah oui. Ah oui. Ou d'expliquer. Par exemple, là, il y a une chose qui vient de se passer. François Hollande a signé le budget européen, il le coupe de 50 milliards. Et M. Hollande dit c'est un bon traité. Il pourrait dire je l'ai signé, mais c'est un mauvais traité. Je l'ai signé parce que je ne veux pas faire sauter tout le système. Mais aujourd'hui, je n'ai pas les manettes, je n'ai pas les clés en main parce que la majorité des gouvernements d'Europe sont de droite. Mais ça peut changer. Madame Merkel, dans un an, elle peut sauter. En Italie, la gauche a une chance de gagner. Quand on sera majoritaire, on changera ça. Et en disant ça, il ferait preuve de vérité face aux Français. Et ce courage-là n'est pas forcément populaire. Il faut avoir ce courage. Ouais. Alors, le 4 février dernier, vous avez co-signé une tribune dans le journal Libération intitulée « Démocratie et bancocratie », dans laquelle vous dénoncez le renoncement de François Hollande à obliger les banques à séparer les activités de crédit et les opérations spéculatives. C'était le point numéro 7 de son programme. Beaucoup de gens se sont retrouvés au Bourget. Et au Bourget, il y a eu une sorte de déclic. Et notamment parce qu'il a dit « Mon adversaire ne se présente pas, mon adversaire n'a pas de visage et mon adversaire, c'est la finance ». Ça a plein d'implications, ce qu'il a dit. Notamment une qui est que moi, personnellement, je n'ai pas voté pour les conseils d'administration qui dirigent ces banques. Et pourtant, j'ai l'impression que ces conseils d'administration dirigent plus le pays que les gens pour qui on vote. Oui, ce que vous dites alors, c'est que 99% des activités les plus dangereuses des banques continueront à être couvertes par l'État. C'est pas moi qui le dis. En cas de défaillance. C'est le président de la Société Générale, M. Oudéa, et lui, il avait la banane, il souriait. C'est d'ailleurs un indicateur. Tant que les banquiers rigolent, c'est que ça sert à rien. Oui. Et en plus, il y a quelque chose de mauvais pour l'activité des PME, c'est que tout cet argent-là ne va jamais dans l'activité réelle. Où il va, alors Oui. les banquiers nous disent, si, il y va, mais il y va à hauteur de 10%. C'est pas assez.
Eric, Ministre du budget. Non, mais c'est une mini-réforme qui a été faite. Ouais. C'est un mini-texte, contrairement à ce qu'a pu dire M. Moscovici. Mais en même temps, il faut séparer, c'est vrai, les activités pour compte propre des banques et puis les activités qui financent l'économie. vous êtes d'accord pour ça, vous? Moi, je suis d'accord pour séparer les deux, bien sûr. Mais les activités spéculatives, parfois, elles sont nécessaires. Ce qu'on appelle spéculation de temps en temps, c'est la couverture de risques. Et donc, pour financer l'économie, il faut aussi se couvrir contre un certain nombre de risques. Parce que la banque, elle ne prend pas uniquement les dépôts, elle va chercher de l'argent sur les marchés, elle fait 36 choses, elle assure la liquidité des titres. Donc, c'est compliqué parfois. Et puis en même temps, il faut réellement faire en sorte que les contribuables ne soient évidemment pas appelés en garantie, à un moment donné, les déposants des activités pour compte parce propre. que c'est Donc il faut le faire au niveau européen. La réalité, il y a 400 000 personnes qui travaillent en France dans le secteur bancaire. Donc c'est du monde. Donc on a besoin de la finance. On a besoin de la bonne finance et on n'a pas besoin de la mauvaise. Et l'économie en a besoin. Il faut qu'au niveau européen, il y a plein de gens qui réfléchissent, on ait quelque chose qui tienne la route et qui fasse en sorte que nous ne soyons pas non plus totalement démunis par rapport à la finance anglo-saxonne. Parce que si on réduit aussi nos activités, demain, c'est les Américains, c'est les Anglais qui n'auront pas fait ce qu'on a fait, qui prendront totalement le pouvoir. Il y a aussi ce côté pratique et pragmatique. Mais ça, c'est ce que disent les banquiers. Et les banquiers, ce discours de la complexité, les sert bien, parce qu'en fait, on fait une réforme à minima pour que les choses continuent toujours. Alors, il y a une chose, vous dites, c'est vrai, définir ce qui relève de la tenue de marché et ce qui relève du dépôt, c'est compliqué, c'est complexe. Et d'ailleurs, ça intéresse tout le monde, enfin, en tout cas les banquiers, que ce soit complexe, parce que personne n'y comprend rien. Les députés qu'on rencontre ne comprennent pas. Donc, nous, on se dit, à Roosevelt, on se dit, il y a un truc qui serait plus simple, c'est de dire, qu'est-ce qu'on garde dans la banque? Qu'est-ce qu'on garde dans la banque traditionnelle? On garde le dépôt, là où viennent nos payes, où arrivent nos payes, on garde les prêts aux particuliers et on garde l'aide aux PME. On garde ça. Tout le reste, on dit que c'est de la spéculation et on le met de côté. Alors ce que vous dites, vous, en fait, c'est que le lobby bancaire a imposé ses vues comme si la loi de la séparation de l'Église et de l'État en 1905 avait été rédigée par des évêques. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Aux États-Unis, où ils font une réforme comme ça, où ils veulent séparer beaucoup plus fort qu'en France, parce que ce sont des capitalistes, donc ils s'aperçoivent que le libéralisme est la version pornographique du capitalisme. C'est vraiment crado, le truc. Donc ils se disent, il faut revenir en arrière, parce qu'on ne va pas y arriver. Et en France, non. On est les seuls à ne pas revenir en arrière. Et aux États-Unis, ils ne le font pas. La doctrine Volcker, ce qu'on appelle, au fond, cette séparation, elle est aujourd'hui dans les livres, elle est sur les tribunes, mais elle n'est pas aujourd'hui dans la réalité. Ça a marché comme ça de 1933 à 1999, sans crise systémique majeure. Ça a fonctionné. Simplement, Clinton a définitivement groupé les banques en 1999. En 2008, c'est 10 ans après, tout explose. Et on est dans une crise aujourd'hui majeure, on ne sait plus comment revenir en arrière. On ne sait plus comment faire. Donc il faut simplement, parfois, faire demi-tour. Quand on veut aller à Marseille, on prend l'autoroute et on roule. Et si on voit des panneaux marqués Lille, Roubaix, Tourcoing, c'est qu'on n'est pas dans le bon sens. Et ça sert à rien de ralentir. On va juste aller moins vite au mauvais endroit. Donc il faut faire demi-tour. Finalement, on peut changer de destination. Il faut changer de destination. Bon exemple. Très bon exemple. Alors voilà. C'est pas mauvais. Non, mais franchement, c'est pas. Mais je me demande pourquoi tu fais pas de politique. Ben, il en fait. Alors, vraiment, sincèrement, puisque vraiment, tu as l'air d'avoir des idées claires, tu as l'air d'expliquer à mon oncle, que j'aime beaucoup, il n'est pas dans le bon chemin. Pourquoi tu ferais pas de la politique? Parce qu'il faudrait soit que je rentre dans un parti, à l'UMP, au PS, chez les Verts... À l'UMP? Mais pourquoi pas? Mais moi, non, mais si avoir des manettes et des boutons pour faire bouger les choses, ça passe par l'UMP, peu importe. Je suis pas doctrinaire, moi. Je suis pas... c'est pas une doctrine, c'est simplement qu'on peut faire bouger les choses pour l'ensemble, pour le bien public. C'est pour ça que, normalement, vous êtes fait. Sauf que ça change quand vous y êtes. Vous ne le faites pas. Alors justement, la formule de Moscovici, dans l'intérêt de la finance, a remplacé celle de François Hollande. Mon adversaire, c'est la finance. C'est Moscovici qui l'a dit lui-même. Cette réforme est faite dans l'intérêt de la finance. Voilà. Donc c'est la World Company qui a gagné. Mais j'ai l'impression que la World Company gagne toujours tant qu'on la laisse faire. Donc Bruno, à part la Révolution mondiale, vous n'avez pas trop d'actu. Non, je n'ai pas trop. Vous avez chanté tous vos fall americano au réservoir. Ouais. Comme autre actu, vous avez inauguré une boutique de lingerie. Oui. Pour hommes ou pour femmes? Pour femmes. Bonne vanne. Bonne vanne, attends. Bonne vanne, il est bon ton oncle, hein. Mon fils, il est bien, c'est la famille. C'est la famille. Il est bien. 5 sur toi. Alors, dans cette boutique, donc, il y avait ce soir-là, Grâce de Capitani,
Gabriel Lazur, Fiona Gélin. En 88, ça aurait été un super casting. Alors, Harry Habitant, rebonsoir. Bonsoir. Alors, on parlait de François Hollande avec Bruno Gassio. En tant que professionnel de l'humour, vous le trouvez comment, Hollande? C'est-à-dire, il est un peu réservé, il a des vannes, mais il hésite à les balancer. Alors, s'il enlevait tout ce côté un peu politique, je pense vraiment qu'il peut faire 6 mois à l'Olympia, ouais, mais un mec très sûr drôle. et certain. Très C'est drôle. du visuel. Il fait, voilà, c'est ça, ouais. Alors, Harry, on connaît la légende, hein. Vous étiez chauffeur de taxi pour payer vos cours de théâtre. Vous savez que c'est exactement comme ça que Molière a commencé, donc. Sérieux? Sérieux. Alors, à l'époque, donc, vous avez 19 ans et vous faites écouter vos sketchs enregistrés sur radiocassette à vos passagers en leur faisant croire que c'est Rire et Chanson. Ouais, complètement. Ouais. Je m'étais à fond et genre, j'essayais d'écouter un peu s'il rigolait. Genre, c'est fou, il est drôle, hein, celui-là. Et des fois, il me dit, pouvez baisser, c'est trop fort, parce que le son était pourri. Ouais. Et des fois, ça riait. Et puis, ça à l'époque, riait. c'était en francs, il me donnait 5 francs. Et puis, un soir, à Sarcelles, vous décidez de vous autoproduire et ça marche. Ouais. Eddie Marouanier est là, qu'est-ce qu'il vous dit? Il me dit, vous valez 1 milliard. Et il t'a signé. Lui, il était impresario de Marlène Dietrich, de Dario Moreno, de Jacques Brel, de tout ça. Mais voilà, il avait 80 ans. Et quand il m'a signé, on a fait le théâtre Trévise. Et il est mort 6 mois après. Voilà. Alors, après, il y aura les premières parties d'Enrico Macias et de Gad Elmaleh, le théâtre avec Happy Hanouka pendant 1 an, et le cinéma avec Coco de Gad Elmaleh, Fatal et Vive la France de Michael Youn. Le problème, Harry, c'est que plus vous devenez une star, plus vous parlez comme une star. Ah, Alors, j'ai lu un papier dans Madame Figaro, c'est épouvantable. qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit « L'audace va de pair avec l'amour de soi. Lorsque l'on réussit quelque chose, on s'aime davantage. » Vous l'avez piqué à Miss France, celle-là, ou quoi? Jamais de ma vie, j'ai dit ça. C'est vrai, c'est dans le journal. Non, mais je sais même pas ce que ça veut dire. Jamais, c'est pas possible. J'ai pas pu dire une chose pareille. Il y en a d'autres, hein. Fais voir, c'est quoi? Ouais. Je ne suis pas nostalgique, je me concentre sur le présent. Aujourd'hui, le cinéma et la scène sont essentiels. Putain, on dirait du Bruel en promo sous l'Exomil, là. Sérieux, j'ai dit ça? Ouais. Alors là, on voit que vous êtes vraiment devenu une star. C'est quand on vous voit au Parc des Princes avec Cécile de Minibus. Ah oui, alors c'est formidable, ça, n'importe quoi. Là, c'est voilà. fou, hein. Le Parc des Princes avec Cécile de Minibus, c'est un rêve qui se réalise, Harry? Mais pas du tout. Je suis au Parc des Princes, Ouais. elle est assise à côté de moi, Ah on ouais. déconne, on parle, on rigole, Ouais. et des photos, et puis voilà, je me dis, ah bon, ben voilà. Donc, Et il y a un match? il y avait un match, oui, évidemment, oui, on n'est pas au Parc des Princes sans le match. Oui. On est au Parc des Princes. Bonne vanne d'Eric Woerth. Faut arrêter la politique. Ah, il faut arrêter la politique. On change de Il faut faire du place, parce stand-up, que- Eric. Il est très drôle, Eric. ouais. Oui, dites-moi, il y a une 3e photo. Alors là, qu'est-ce Donc, qu'il y a sous la couverture? Mais il n'y a rien du tout. Elle a l'air très... Non, mais regarde le mec à côté qui ta regarde. gauche, donc à droite de En fait, l'écran. il se dit, Lui, il voit. c'est le mec à côté qui fait flipper. Ouais. Le mec, il a jamais vu ça. Voilà. Donc, si vous voulez voir Harry Habitant, il est en tournée dans toute la France avec son one-man show qui s'appelle À la folie. À la folie. Et voilà, on passe maintenant à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est Christine Kelly, membre du CSA et créatrice de la fondation Cas d'urgence, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Tu es prête, Mélanie? Oui, Tu as pas peur? si, un petit peu. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. On y va. Attention. C'est désormais inscrit dans la loi, les enfants n'ont pas besoin d'une maman pour être heureux. Alors, puisque de nos jours, les papas peuvent faire d'excellentes mamans, pourquoi leur confie-t-on si peu la garde des enfants en cas de divorce ? Selon les chiffres du ministère de la Justice, la mère obtient la garde des enfants dans plus de 75% des cas. Pourtant, en 2002, Ségolène Royal a fait voter une loi pour promouvoir la garde alternée. C'est important que le père et la mère gardent ce devoir d'autorité et d'affection et d'éducation à l'égard de son enfant. Mais 10 ans plus tard, cette solution n'est appliquée que dans 15% des divorces. Faut dire qu'en cas de séparation, quand papa et maman se disputent la garde des enfants, les juges donnent souvent raison à maman.
Comme si les magistrats avaient conservé une vision de la famille à l'ancienne. Papa travaille dur pour gagner des sous, du coup il rentre tard le soir et passe peu de temps avec ses enfants. Et raconte-moi, c'était comment l'école aujourd'hui? Alors en cas de divorce, peu importe que papa ne voit plus ses enfants que 4 jours par mois, le principal, c'est qu'il paye la pension alimentaire. Pourtant, la société a évolué. Aujourd'hui, 80% des pères assistent à l'accouchement. 70% prennent un congé paternité. Et puis les pubs sont remplis de papa poules qui changent les couches, donnent le bain, préparent les bons petits plats. Alors, puisque les papas sont devenus de vraies petites mamans, pourquoi sont-ils privés de la garde de leurs enfants? En Italie, c'est différent. Depuis 2006, la garde alternée est devenue la solution prioritaire en cas de divorce. Quand un juge refuse la garde alternée, il doit expliquer pourquoi. Résultat, 40% des enfants de couples divorcés partagent leur vie à temps égal entre papa et maman. En France, de plus en plus de pères semblent prêts à se battre pour s'occuper de leurs enfants après un divorce. En revanche, quand il s'agit de s'occuper des enfants avant le divorce, là, c'est autre chose. Selon l'INSEE, dans une famille avec 2 enfants, 80% des tâches domestiques sont assurées par la mère. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Christine Kéry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du CSA, créatrice de la fondation Cas d'urgence, et vous publiez en mars, chez Léo Cher, Le scandale du silence, consacré au sort des familles monoparentales. Bienvenue parmi nous. Merci. Est-ce que le CSA... Est-ce que le CSA accepte ça? Parce que monsieur fume en plateau, quand même. Alors, c'est une Je cigarette... fume pas. C'est une cigarette électronique, c'est ça? La cigarette est interdite, effectivement, à la télévision. C'est interdit de fumer. Mais je viens d'être saisie pour qu'on puisse me demander... d'interdire les cigarettes électroniques aussi à la télévision. Il me faudra me pencher dessus. Et c'est bon ou pas, déjà? Pour le moment, c'est pas interdit. Donc, je ne sais pas. Pour l'instant, il y a peut-être un vide juridique. Il faut que je regarde. Non, vous pouvez y aller. Exceptionnellement, Bruno. Je ferme les yeux. Je ferme les yeux, mais je vais regarder. Fermez les yeux pour voir. Oh. C'est super joli. C'est magnifique. Vous allez au Parc des Princes, c'est ça? Alors, j'irai. un père peut-il obtenir la garde de son fils s'il n'a pas de grue à proximité? C'était la question de la semaine. Lors d'un divorce, la mère garde les enfants dans 75% des cas et 84% quand il s'agit de couples non mariés. Dans ce cas, le père a droit à un droit de visite classique, c'est-à-dire un week-end sur 2, les vacances scolaires. Mais aujourd'hui, les pères ont changé. Ils veulent la garde alternée, c'est-à-dire une semaine sur 2. Et c'est vrai, comme dit Blacko, si 2 mecs peuvent élever un enfant, pourquoi un père ne pourrait pas l'être à mi-temps? C'est toute la question. Mais alors, si 2 pères... Oui, mais alors après, c'est ça. Si 2 pères ont un enfant, il faudra installer des grues dans toute la France. Voilà. Parce que là, il y en a bien un qui va rester en reste. Et oui, c'est ça. C'est dommage, parce qu'il faut regarder vraiment si le papa peut vraiment élever l'enfant ou pas. Souvent, on ne se pose pas la question. Et c'est un peu scandaleux de ne pas se poser la question. Le père, dans bien des cas, peut-être pas toujours, mais bien des cas, il peut élever seul son enfant. Donc, il faut y penser. Les nouveaux pères, enfin un peu les papas poules d'aujourd'hui, quoi. Oui, tout à fait. Mais il n'y a pas de pension alimentaire quand il y a garde alternée. Si? Dis-nous. Mais moi, j'ai fait 2 fois. J'ai 2 séparations. Oui. Le dernier, on s'est séparés, il avait 1 an et demi. Donc j'ai élevé un enfant en bas âge. Donc vous avez fait la garde alternée, Bruno? Tout de suite, ouais. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. 1 an et demi, encore c'est jeune quand même. Moi, je pense que... Oui, mais c'est jeune, mais... Moins d'1 an, il faut la laisser à la mère, vraiment. Non, là, il parle comme les juges des affaires familiales. Je suis pas d'accord. Forcément. Je suis juge des affaires familiales aussi. Je me disais aussi. Enfin, moi, je sais pas, dans ma culture, en tout cas, évidemment, c'est la maman. Mais c'est dans ta culture. Parce qu'il se trouve que les hommes ne demandent pas la garde, parce que bien contents. Bien content de que quoi? la mère s'occupe des gosses. Oui, il y a aussi des mères qui sont... Attends, Bruno, il y a aussi des mamans qui sont contentes, quand il y a la garde alternée, de redevenir célibataire 1 semaine sur 2. Mais oui, mais évidemment, parce qu'à un moment donné, le divorce va devenir un luxe pour cette femme. Au fond, le droit pourrait changer. C'est vrai, il y a eu des propositions de loi. Enfin, tout ça, c'est des sujets compliqués parce que ça prend en compte des cas individuels. Donc, c'est difficile de dire globalement, alors qu'il y a autant de cas individuels que. Bon. Mais au moins, essayons de raisonner. Ce serait que la garde alternée soit la règle et que l'exception, sur des cas de figure, parce que le père n'est pas, parce que la mère, parce qu'ils sont très très éloignés, qu'on va
pas faire voyager des enfants dans Oui. tous les sens pendant... Bon, il y a plein de raisons qui font que ça ne pourrait ne pas l'être, mais que la règle soit la garde alternée, parce que cet enfant, il était fait à deux, parce que l'amour s'est partagé sur cet enfant. Alors, pour le moment, il y a 15% de garde alternée, mais c'est une tendance, il y en a de plus en plus tous les ans. Bruno, une question, vous avez beaucoup milité pour le mariage pour tous. En cas de divorce entre deux hommes, qui garde l'enfant? Le papa ou la maman? Alors, il faudrait être dans l'intimité de ces couples pour savoir celui qui est plus actif ou passif le plus souvent, tout ça, pour savoir. Alors, on en arrive au problème, évidemment, les pédopsies. Ils disent qu'en cas de garde alternée, il y a un manque de figure d'attachement à la mère, manque de repères stables, voilà. En même temps, dans quel cas il n'y a pas de manque? Je veux dire, aucun cas n'est vraiment 100% Mais les pédopsies ne sont pas parfait. d'accord quand même. Oui, mais les pédopsies ne sont pas d'accord non plus lorsqu'un enfant est dans un couple qui se déchire. Les pédopsies ne sont pas d'accord non plus lorsqu'il est qu'avec la maman. Les pédopsies ne sont pas d'accord quand ils sont qu'avec le papa. Dans quel cas un pédopsie, il est d'accord? D'accord. Mais c'est pas le pédopsychiatre qu'il faut interroger, c'est le JAF. C'est le juge aux affaires familiales, parce que c'est quand même lui qui décide. Et ce juge aux affaires familiales, il est aussi peut-être papa ou il est maman, et il a cette expérience. Le juge aux affaires familiales, il a 15 cas à régler tous les matins, il n'en peut plus, il est surchargé. Mais oui, mais c'est lui qui décide de l'avenir d'un enfant. Ouais. C'est quand même lui. Il le sait. Je pense qu'il mesure la gravité de sa tâche. Mais j'ai rencontré plusieurs cas où des couples sont d'accord, le père et la mère sont d'accord pour la garde alternée, et le juge aux affaires familiales n'accorde pas la garde alternée. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai effort à faire à ce niveau-là, au niveau de la justice. Vous savez ce qu'il faut promouvoir en premier? C'est le divorce. Pourquoi? Pour l'enfant dont les parents ont eu un problème et qui décident de ne plus vivre ensemble, ça peut être un plus. Parce que l'enfant voit, les familles se recomposent, l'enfant voit un couple d'un côté, mais il sait que de l'autre côté, il y a le papa et la maman, chacun a une façon de vivre. Pour prendre mon cas, puisque c'est que des cas personnels, mes enfants à moi, mes deux garçons, font la cuisine, font le ménage, font la vaisselle. À quel âge? Ils ont 12 et 16. Ils ont commencé très jeunes parce qu'ils voient papa le faire. Papa fait la cuisine, papa fait le ménage quand ils sont là. Et donc, ils font ce qu'ils voient. Et je pense que quand ils seront mariés, ils ne reproduiront pas l'éternel cliché qui est 80% des gonzesses qui font le ménage. Et pendant que papa... Moi, je suis tout à fait d'accord. Complètement. Dieu sait si je suis macho, mais je suis d'accord. Plus démago que ce que je viens de dire pour me faire applaudir, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est pas possible. Ah non. Divorce dans les couples, séparation des activités bancaires, vous êtes pour le partage. Oui. Troisième bonne vanne. Derek Burt, mesdames, messieurs. Alors, là, il y a un autre truc quand même qui se profile à l'horizon, c'est le masculinisme, qui est une espèce d'antiféminisme très violent, avec un retour de la suprématie masculine, parce que des mecs qui montent sur des grues en France, mais au Québec, en Angleterre, il y a des mecs qui montent sur des ponts. Ça, c'est pas un truc nouveau. Nous, on croit que c'est nouveau. C'est pas nouveau. Et donc, ces mecs-là sont des masculinistes. Mais moi, je pense qu'il faut demander l'avis aux femmes. Parce que je pense que les femmes veulent des hommes. Ah, elles veulent des hommes. Elles veulent pas des mecs qui font le ménage. Elles veulent pas des mecs qui font la vaisselle. T'as pas beaucoup Elles veulent des hommes. Non, mais je pense qu'une femme, elle veut un homme complet, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de sa femme, qui fasse la cuisine de temps en temps et qui lui fasse l'amour comme il faut. C'est ce que veut une femme. Qui lui fasse l'amour comme il faut. C'est extraordinaire. Alors là... Donne du rhum à ton homme. Alors, ces mecs-là, donc les masculinistes, eux, ils voudraient que la loi prenne en compte le syndrome d'aliénation parentale. Alors, qu'est-ce que c'est le SAP? C'est quand les mères disent aux enfants « ton père est un con ». Ah oui, une fois qu'il y a eu un divorce, la mère, elle dit aux enfants « ce connard, il est parti avec une autre, c'est une ordure, machin, tout ». Bon. Avec l'accent. Avec l'accent. Ce qu'ils voudraient, les masculinistes, c'est que les hommes disent « ta mère est une conne, c'est une salope ». C'est ça qu'ils veulent. Bonne réponse. Non, mais ça, dans tous les cas, c'est pas bien. Je le dis dans mon livre « Le scandale du silence » que... je dis qu'il y a les papas poules et il y a les papas coqs, ceux qui partent et qui abandonnent, entre guillemets, leur famille. Mais il y a aussi la femme qui empêche au père de voir l'enfant, ou bien qui, justement, dégrade l'image du père pour l'enfant. Le problème, c'est qu'un enfant au milieu, il n'a pas demandé à être là. Et je pense que pour l'enfant, il ne faut pas dégrader, effectivement, l'image du père. Il faut toujours garder, en famille monoparentale, le contact avec le père, et sans dégrader son image.
Il sort quand votre bouquin, alors en mars? Oui, en mars. Oui, évidemment. Eric, un mot pour conclure. Non, mais derrière tout ça, il y a beaucoup de drames humains, il y a beaucoup de souffrances, on le voit bien. Et donc là, tout doit reposer sur l'intelligence et le consensus. Donc la garde alternée devrait devenir la norme. Il me semble, une situation difficile et compliquée, mais il me semble que ce serait... Au cas par cas, parce qu'il y a... La norme, sauf si, il faut bien qu'il y ait une norme, sauf si. Bon, il y a un père, une mère, 50%, sauf si. C'est bon ce truc-là, non? Oui. C'est comme une chicha portative, quoi. Pour l'instant, c'est moins dangereux, évidemment, que le tabac. Il n'y a pas de goudron, il n'y a pas d'arsenic et toutes les saloperies qu'il y a dans le tabac. Mais dans 30 ans, on va nous dire il y a un truc dedans qui va te tuer, mon pote, faut que t'arrêtes. Mais je peux plus. Voilà, c'est ce qu'on nous a dit pour la cigarette. Bon, vas-y, profites-en. Oui, je vais analyser de près. Si d'ici là, franchement, je vais peut-être regretter d'avoir laissé Bruno. Non, mais je ne sais même pas fumer. Mais c'est ça qui est intéressant. Non. Il faut essayer. Mais évidemment, essayez. Tirez une lampe. Tu appuies sur le bouton, tu tires comme ça, tu as la fumée qui sort. La fumée qui sort, elle sent rien. Émission Dis-moi, c'est spécial grand pardon aujourd'hui. Christine, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Voilà, c'était la P2 de SLT. On se retrouve après la pub avec le zapping, Gaspard Proust et notre invité du samedi 20h. Ce soir, Jean-David Blanc. À tout de suite. Bonsoir les terriens. Bonsoir les terriens. Nous sommes toujours en compagnie d'Éric Woerth, de Bruno Gassio, d'Harry Habitant. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h, ce soir, Jean-David Blanc. Bonsoir. Alors, Jean-David Blanc, dans la vie, vous avez deux passions, l'informatique et le paramoteur. Le paramoteur, c'est une sorte de parapente à moteur. La première passion a fait votre fortune. Vous êtes l'inventeur du site Allociné, que vous avez très bien revendu à Canal+. La deuxième a bien failli vous coûter la vie, puisque vous êtes craché dans l'Himalaya. Vous avez passé des jours à errer dans la montagne pour sauver votre peau. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ?» Eric Woerth, j'arrive pas à dire votre nom. Eric Woerth, c'est un jour l'histoire verra en vous cet homme courageux et visionnaire. Surtout si on découvre que vous avez vendu l'hippodrome de Chantilly à Spanghero. Politique, gauche. Alors ils ont nommé Ségolène Royal comme porte-parole à la tête de la banque d'investissement. C'est quand même la déchéance, quoi. Vouloir l'Assemblée nationale et finir comme attaché de presse du Sofinco public. Elle aurait plus de pouvoir comme PDG du club de philatélie du 19e arrondissement ou gérante d'un Coxy Market à Pontoise. Alors bon, elle se vante de le faire à titre gracieux. Sacrée Ségolène, hein. Stagiaire et contente de l'être. Toujours gauche. Taubira qui dit que la prison forme la délinquance. Elle est au courant que lorsqu'on y rentre, on a déjà quelques bases. Bravo. Alors bon, c'est vrai que la prison, c'est peut-être pas la solution idéale pour le délinquant. En revanche, pour le voisinage... Sinon, il y a Duflot qui persiste dans la réquisition des biens. Alors l'idée est simple, hein. En gros, tout bien qu'on possède et qui n'est pas utilisé devrait profiter à quelqu'un. S'il fallait réquisitionner toutes les choses vides de ce pays, dire ma copine n'est pas pleine tout le temps, quoi. Oh. Non, ce que je veux dire, elle va pas tout le temps au théâtre, au cinéma, elle se cultive pas, quoi. Le public a des idées à son image. Voilà. Droite. Alors les amis de Sarkozy se sont réunis pour saluer le bilan de l'ex-président. Alors quand on soutient le bilan d'un type qui a perdu la présidentielle, les législatives, les européennes, les municipales et les régionales, on est au moins sûr d'une chose, ce sont de vrais amis. Business. Maurice Taylor, patron de Titan, alors soit il jette l'éponge sur la reprise de Goodyear. À Amiens, il envoie une lettre cinglante à Arnaud Montebourg, alors là on se renvoie sa tronche.
Alors, je lis ce qu'il dit, parce que c'est assez intéressant. Les salariés français touchent des salaires élevés, mais ne travaillent que 3 heures. Ils ont 1 heure pour leur pause et leur déjeuner, discutent pendant 3 heures et travaillent 3 heures. Et à côté de la plaque, Maurice, quand on vit en pleine Cambrousse picarde, on n'a clairement pas la matière suffisante pour soutenir 3 heures de conversation. Voir Amiens et mourir, tu sais, ce qui est toujours mieux que l'inverse, mourir et voir Amiens. Oui. À propos, j'ai vu que PSA a fait une perte de 5 milliards d'euros. À Aulnay, on n'arrive peut-être pas à faire des voitures à l'allemande, mais on arrive à faire des pertes à l'américaine. Non, mais 5 milliards d'euros, ils ont osé faire autant de voitures, quoi. C'est pas de la viennoiserie, enfin bon, c'est comme vous voyez. Amour, Jean-François Copé veut reconstruire une relation affective avec les Français. Non, ça c'est au rayon humour, pardon, je suis trompé de... Plomberie, Oscar Pistorius... Non mais tout le monde sait, Pistorius, c'est le type qui est monté sur des lattes de sommier. Pistorius, moi la première fois que je l'ai vu courir, on dirait un nain qui fait du trampoline. Tu sais, en tout cas, quand je vois à quoi ça mène un handicapé qui a de l'argent, moi j'arrête de donner au Téléthon, quoi. Je plaisante, j'ai jamais donné. Alors, non, enfin, moi je trouve l'affaire assez intéressante. C'est vrai qu'elle en dit long sur les mœurs d'un pays assez méconnu, l'Afrique du Sud. Hein. Parce que Pistorius a raconté à la barre qu'il a cru que c'était une intrusion de domicile. Ça, c'est tout le charme de l'Afrique du Sud, quoi. Là-bas, les voleurs sont mannequins et avant de te cambrioler, ils prennent une douche. Enfin, quand on voit à quoi ressemblait le cambrioleur, moi, ça donne envie de laisser les clés sur la porte plus souvent, quoi. De toute façon, en Afrique du Sud, on ne parle pas d'homicide, mais c'est un accident domestique, quoi. Je veux dire, là-bas, le Pakistanais du coin, il vend pas des roses, mais des fusils d'assaut. C'est... En Seine-Saint-Denis, un Africain du Sud, il se sent comme un cateau à nuit. Hein. À côté de Pretoria, la Courneuve, c'est une station balnéaire, quoi. Faut être, Voyage. Une aire d'accueil va être créée pour les gens du voyage dans le bois de Boulogne. Alors on joue avec le feu, quoi. C'est vraiment le moment de voir le virus du sida fusionner avec les germes de la tuberculose. Humanisme toujours. La SNCF lance le TGV low cost. Alors ça va s'appeler Ouigo. Alors déjà une certitude, l'agence de pub aussi est low cost. Dire quitte à faire de l'anglais phonétique, vu la fiabilité légendaire de la SNCF, autant ne pas faire de publicité mensongère, quoi. We go, maybe. Alors le low cost touche aussi le secteur du tourisme, surtout dans les régions africaines un peu tendues. Alors vous savez, c'est cette nouvelle forme de voyage lancée par des agences comme Otages sans frontières, Voyage et Kidnapping. Alors c'est des voyages tellement low cost que ce sont les seuls où on paye l'aller et l'État se charge du retour. Au fond, une prise d'otage, c'est quoi ? C'est le dépaysement de rencontres en terre inconnue sans un présentateur pénible, quoi. Cette semaine, une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, à choix. Bonne nouvelle, on va apprendre le breton à Sciences Po. Oui. Ouais, chouette. C'est vrai que pour lutter contre la mondialisation, rien de tel qu'ouvrir un master en galette. Hein ? Mauvaise nouvelle de la semaine, les morpions sont en voie d'extinction. C'est vraiment dommage. C'était une occasion si sympathique d'offrir à sa compagne un animal domestique à peu de frais. Alors, pas belle la vie ? C'était Gaspard Proust, que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. Vous pouvez suivre l'actu de l'émission et réagir sur Twitter via le compte Les Terriens et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20. Jean-David Blanc, rebonsoir. Ça. Vous êtes né le 27 mai 1968 à Paris, père violoniste, mère prof de musique, et votre frère deviendra altiste. Vos parents vous mettent devant un piano dès l'âge de 2 ans, mais à 10 ans, vous troquez le clavier du piano pour celui de l'ordinateur. Et à 15 ans, vous créez votre première entreprise, Futura, service d'échange de messages. C'est Internet avant Internet, finalement. Le Minitel n'existait pas encore, avant le Minitel. C'était une passion. On était une bande de copains entre 13 et 15 ans
à pianoter sur des ordinateurs toute la journée. C'était comme si on jouait aux jeux vidéo avant l'heure. Ouais. C'était pas des jeux, c'était des programmes. Alors, 10 ans plus tard, vous créez Allociné, que vous revendrez à Canal+. Votre fortune est faite. Ensuite, vous investissez, vous devenez un business angel, et vous investissez dans Mythique, ce qui n'est pas une mauvaise idée non plus. Avant que ça soit une bonne idée, c'était pas forcément une bonne idée. Ouais. Alors, votre deuxième passion, c'est de voler comme un oiseau. Et c'est un rêve, en fait, que vous avez fait quand vous aviez 10 ans. Et je découvre, il y a une dizaine d'années, le paramoteur. Le paramoteur. Alors, le paramoteur, il faut dire ce que c'est. C'est une combinaison de motos avec un moteur et une hélice dans le dos et une voile pour se diriger, quoi. C'est un parapente à moteur, en fait. C'est exactement ça. Voilà. Alors, en janvier 2011, vous partez faire du paramoteur au Népal, direction Pokhara, auprès de l'Himalaya. Ça se passe bien. Et le dernier jour du séjour, le programme, c'est le survol de l'Himalaya en direction de l'Annapurna. C'est le climax du séjour. Le but à atteindre, c'est 3200 mètres d'altitude, soit 2600 mètres au-dessus de Pokhara. La montée est très longue, Ouais. et il fait de plus en plus froid. Et votre ami François redescend. François a une panne moteur, il a froid, il me dit par radio, il me dit écoute, Voilà. je vais pas pouvoir continuer. Alors, la brume se fait de plus en plus dense. Vous avez l'impression d'être comme dans du coton. Impossible de rentrer à la base. Impossible de voir ce qu'il y a en dessous, donc impossible de descendre. Ouais. Au risque de se prendre un obstacle, une maison, un arbre, donc il faut Alors, vous continuez à monter pour passer au-dessus de la couche nuageuse. Mais plus vous montez, plus la brume s'épaissit, ce qui est très bizarre, parce qu'à un moment, on est au-dessus des nuages quand même. Sauf qu'en montagne, le temps change très vite. Voilà. Alors, à un moment, vous voyez même plus vos genoux, quoi. C'est très, rien très du tout. épais. Hein. Et puis, soudain, vous apercevez le sol en face de vous. 5 mètres de moi, je vois un mur, pensant que c'est le sol. Ouais. En fait, on n'a plus du tout de notion d'équilibre. On ne sait plus dans quel sens on se trouve. Vous dites, est-ce que c'est un délire? Est-ce que c'est une hallucination? Est-ce que c'est un mirage? Enfin, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Vous tirez sur vos freins pour faire demi-tour, mais c'est trop tard. Vous percutez la falaise. Je me retrouve suspendu sur un buisson qui dépassait de la montagne. Drôle de situation, quand même. Drôle, je sais pas. C'est comme le film avec De Mais il va nous le Funès. dire. C'est sur un arbre perché. Absolument. Ah, exactement. En fait, vous êtes très haut parce que vous avez parcouru 3000 mètres à la verticale. Là, vous allumez votre portable. Et ce qui est incroyable, c'est que le portable capte. Ça marche. Ah. Vous envoyez vos coordonnées GPS avec le portable. Et là, on vous conseille de ne pas bouger. De toute façon, j'avais pas vraiment le choix. Oui. Suspendu. Le mec, il lui dit, bah descends, le mec, jamais il va descendre. Saute. Et là, quand le téléphone s'allume, évidemment, il y a tous les SMS des potes qui arrivent. Ah oui. Mais c'est genre, tu veux pas dîner avec moi demain Et il y en a même une qui m'envoie un message en me disant tu dois être en l'air en train de faire du paramoteur, tu t'éclates, reviens vite. Ouais. Et là, je lui renvoie un texto, je fais j'essaye 3 petits points. Alors, la batterie a 20% d'autonomie, ce qui est pas mal. Vous décidez d'éteindre le téléphone. Mais avant, quand même, vous envoyez un SMS à votre fille, Rebecca. Peut-être le dernier SMS que vous enverrez de votre vie. Je lui dis je t'aime, quoi. Voilà. Et là, dans la brume, à 20 mètres, vous apercevez un arbre qui pousse sur la falaise. Alors vous dites, il faut que j'y aille. Vous y allez, vous apportez tout là-bas, et quand vous arrivez, vous découvrez un balcon dans la roche, enfin un endroit assez extraordinaire, il faut bien le dire quand même. Et là, vous n'avez plus qu'à attendre les secours. Vous n'avez pas grand-chose à manger, vous avez une mini tablette de chocolat. 3 vieux carrés de chocolat Ouais. qui traînaient, je me dis je vais les conserver précieusement au cas où Ouais. cette histoire dure plus longtemps que prévu. Alors, on vous informe par radio qu'il est impossible d'envoyer un hélicoptère, mais que vous serez secouru dans les 24 heures. Alors, vous faites du feu. Alors, c'est très étonnant, parce que vous essayez au début de faire du feu, un peu comme les hommes préhistoriques, avec 2 bouts de bois, en faisant une étincelle et tout. Ça marche pas. En revanche, quand vous prenez de l'essence, que vous mettez l'essence sur le bois, et que vous faites une étincelle avec les fils de la batterie, du moteur, du paramoteur, là, ça marche. Là, le feu prend, et je me retrouve avec du feu. Et là, je peux dire que c'est une fierté incroyable d'avoir réussi à faire du feu sans feu. Ah ouais, t'étais content. Tu voulais rester là-bas, d'ailleurs. Oui. Il dit, là, je suis bien, en fait. Voilà, je me sens fort. Il n'y a pas de quoi être fier. Il n'y a qu'un seul arbre, il le crame. Franchement. Alors, la Les première écolos. nuit, il fait très, très, très froid. Vous avez les mâchoires qui claquent, vous êtes agité de soubresauts jusqu'à perdre conscience.
Il devait faire moins 10, moins 15. On est quand même à 3000 mètres dans l'Himalaya, en plein hiver, à tout vent. Il fait super. J'avais pas de thermomètre, mais je peux vous dire qu'il faisait très très froid. Puis à un moment donné, je pense que je me... Vous laissez aller. Je me laisse aller, je tombe dans les pommes. Alors le lendemain, donc le deuxième jour, vous réveillez à 5 heures. Magnifique spectacle. Ah, c'est étonnant. Étonnant. Une mer de nuages, un peu comme quand on est dans un avion et qu'on regarde par le hublot. Sauf que là, en plus des nuages, il y avait des pics de montagne en face qui dépassaient. C'était absolument incroyable. Alors ça, c'est à 5 heures. À 6 heures, la radio vous annonce que les secours arriveront à 8h30. Donc c'est dans 2h30. À 7 heures, vous découvrez que votre radio est morte et que votre portable n'a plus que 4% d'autonomie, alors qu'il avait 20%, mais c'est le froid qui a dû décharger la batterie. Et alors, à 11h30 du matin, le deuxième jour, effrayé à l'idée de passer une deuxième nuit dans le froid, vous décidez de quitter cette falaise. J'entends un bruit d'hélicoptère qui va dans le mauvais sens. Je me dis, c'est foutu, les gars ont des mauvaises références, GPS, ils vont pas me retrouver. Il faut que je m'en sorte par moi-même. Vous êtes sûr de votre affaire à ce moment-là, hein? Vous vous dites, j'ai un avion à 13h45, je vais le rater, je prendrai le suivant. Enfin, vous êtes encore dans une optique optimiste. Je venais d'échapper à un crash. J'étais les deux pieds au sol, paumé, et rien de cassé, vivant, rien de cassé. Je me suis dit, bon, je vais descendre la montagne, je vais essayer. Et au bout de quelques heures, il arrive dans la jungle. Mais là, donc il est 15h, il meurt de soif. Alors, il y a d'abord une petite flaque d'eau. Il se dit, si je bois ça, je vais attraper la mort. Donc, vous buvez pas. Mais vous trouvez une source. Un peu plus tard, je trouve une source, oui. Sauf que la source, elle est au fond d'un précipice de 25 mètres. Enfin, c'est un jeu vidéo, quoi. Ensuite, vous trouvez une rivière. Alors là, quand vous trouvez la rivière, vous vous dites, j'ai qu'à descendre la rivière et puis je vais arriver à la mer un jour. J'arrive au bout de la rivière, comme ça. Mais t'es dans la rivière, donc t'es en train de nager dans la rivière? Non, pas de nager, parce qu'il y a des roches autour, etc. Je passe de roche en roche, puis à un moment donné, je vois que la rivière commence à disparaître. Donc je me mets sur le côté, j'essaye de remonter un peu sur les côtés, et je vois le vide absolu, c'est-à-dire une cascade qui plonge dans le vide. Je me dis, là, je suis foutu. Là. Et là, vous vous rendez compte de la terrible erreur que vous avez commise. C'est-à-dire, vous vous dites, je suis complètement con, parce qu'en fait, je serais resté là-haut, ils auraient bien fini par me trouver. Alors que là, ils ne peuvent pas me retrouver. À l'Himalaya, c'est 3000 km de long, mais 500 de large, vous imaginez. Là, il n'y a plus de portable, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de batterie. Mais tu l'as gardé quand même. Tu t'es dit, au cas où, tu sais. Voilà, si je trouvais une prise. Oui, voilà, si je trouvais une prise, un chargeur. C'est un mec, c'est un Pakistanais qui vend des chargeurs comme ça, qui dit 5 euros, 5 euros. Et là, non mais c'est horrible parce que, voilà, vous êtes planté, quoi. Et vous mettez votre appareil photo en mode vidéo et vous enregistrez votre testament. Pour ma fille, oui. Alors la deuxième nuit, parce qu'il y a une deuxième nuit, là-haut toujours, vous rêvez que vous êtes en avion, en business, et qu'il y a une hôtesse qui vous propose des coupes de champagne. J'ai commencé à m'imaginer une situation dans laquelle je serais bien. Et je m'endors là, effectivement, et je fais ce rêve-là. Pas en first, Non, en business. En business. Non, le problème, c'est que vous aviez même plus les carrés de chocolat, parce que les... il avait paumé entre-temps. Voilà, il avait paumé. Tu vois, t'aurais dû les manger. Ben voilà. Donc quoi, faut prendre ce qui est à prendre. Alors, au réveil, vous découvrez un champ à une quinzaine de kilomètres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on est très très seul quand on est complètement paumé au milieu de la nature. On voit que des montagnes, des arbres, des roches. Et on se dit, mais où est la sortie? On est comme une souris dans un labyrinthe, il n'y a pas de sortie, quoi. Et quand je vois très loin, sur l'autre montagne en face, quelque chose de rectangulaire, ça a l'air... C'est donc forcément humain, c'est donc forcément la civilisation. C'est la bouée de sauvetage, quoi. Mais il y a un dernier obstacle, évidemment, comme dans tous les bons films, il y a un dernier obstacle, c'est qu'en fait, à un moment, vous arrivez devant un dénivelé qui fait la hauteur de 3 étages. Vous êtes là devant, et la seule façon, c'est de sauter. Alors à ce moment-là, vous vous dites, quel membre il vaut mieux casser? Donc je ne vais pas sauter sur les jambes, parce que j'ai besoin de mes jambes pour marcher. Je ne vais pas sauter sur le bras droit, parce que je suis droitier, j'ai besoin de mon bras droit. Donc vous décidez de sauter sur le bras gauche. En fait, au moment de sauter, je me retourne, j'attrape le mur avec les mains comme ça, comme un chat, quoi. Et puis évidemment, ça tient pas longtemps. Et je tombe, je me mets en boule. Et par miracle, je me prends une branche aussi sur la tête. Et par miracle, je me casse rien. Voilà. Donc j'arrive sur le sol sonné, quand même. Vous aviez le casque, quand même. J'avais le casque sur la tête, que j'ai pas toujours quitté. quand même.
Et là, vous repartez. Alors, sa devise, c'est « J'y vais sans m'arrêter jamais ». Et vous finirez par remarquer sur le sol des excréments d'animaux, de vaches. Et puis, un petit peu plus tard, vous voyez des Népalais. Voilà, vous êtes sauvés à ce moment-là, évidemment. Ils sont gentils. C'est vous qui avez chié ici, là? Alors, quand vous arrivez à Pokhara par hélico, vous découvrez en fait que les secours sont arrivés sur le lieu du crash 2 heures après votre départ. Et ils ont récupéré tout mon matériel. Voilà. Les Népalais ont été absolument géniaux. Ils ont envoyé l'armée, 200 soldats sont partis à ma recherche. Et ils ont trouvé mon matériel, ils ont essayé de me retrouver, mais ils ont... Ouais. Impossible. Alors, Jean-David, votre aventure, vous en avez fait un livre qui s'appelle 3 jours au Népal, publié chez Robert Laffont. Vous en ferez bientôt un film, non? Il y a des projets dans ce sens-là. Ouais. Donc, vous allez faire la une d'Allociné, finalement. Peut-être. Voilà, la boucle sera bouclée. Peut-être. Vous en tirez quoi comme morale de cette histoire, sur le plan personnel? Pendant ces 3 jours, j'ai pas pensé une seule seconde aux conséquences de tout ça. La seule chose auquel j'étais attaché, c'est qu'est-ce que je fais pour m'en sortir. Mon obsession, c'était d'avancer, de continuer à faire un pas, de descendre. Ouais. Donc si j'en tire une leçon, c'est que d'une manière générale, dans l'épreuve, il faut continuer à avancer. Ouais. C'est le triomphe de la volonté, quoi. Ouais. Ouais, de jamais s'arrêter. Extraordinaire. C'est génial, non? Bah bravo. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Eric Woerth, député UMP de l'Oise, Bruno Gassio, directeur de la Fabrique à Canal+, Harry Habitant, Vive la France au cinéma et toujours en tournée avec son one-man show à la folie. Christine Kelly du CSA qui t'a autorisé à filmer sur le plateau. J'espère qu'on ouvrira le débat. Jean-David Blanc pour 3 jours au Népal chez Robert Laffont. Merci de votre témoignage. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Made in Groland. Et pour les abonnés, à 20h55, Les Infidèles avec Jean Dujardin et Gilles Lelouch. Rendez-vous ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr avec le top des vannes, l'édito de Blacko, l'édito des Gréments et Gaspard Proust. Salut les Terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.